Alors cet après-midi, nous allons quitter la période antique et il y a une petite modification par rapport au programme que vous avez eu, comme nous l'a été dit ce matin, puisque nous allons commencer par entendre le professeur Philippe Aghion, qui est professeur au Collège de France, sur le sujet suivant, l'équité dans l'économie. Donc, Philippe, tu as la parole. Merci beaucoup, Alain. Voilà, donc l'équité dans l'économie. Alors, je vais parler un petit peu de ce que voilà, un peu de ma vision sur l'équité et je vais parler surtout d'inégalité et d'innovation. Voilà, parce qu'un peu l'innovation est ma spécialité. Je travaille beaucoup sur l'innovation et la croissance. Voilà, j'ai sorti un livre récent qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice, édité chez Odile Jacob avec Céline Antonin et Simon Bunel. Alors écoutez, bon, un point de départ possible, c'est cette courbe qui est maintenant bien connue, qui sont dues vraiment beaucoup aux travaux de Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Tony Atkinson, qui montrent l'évolution, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai dans d'autres pays développés, de la part des revenus du top des 1% qui gagnent le plus. Voilà, du 1% qui gagne le plus et en dessous du 0,1% qui gagne le plus. Et on voit qu'en fait, depuis les années 80, il y a eu une augmentation assez forte de la part des revenus du top 1%, qui est passé de 9% en 78 à 22% en 2012. Et ça continue d'augmenter depuis lors. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi c'est le cas? Quels sont les facteurs d'augmentation du top 1% et qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment réagir? Donc, moi, le plan que je vais d'abord parler de comment mesurer les inégalités. Je vais ensuite expliquer que l'innovation est une des sources d'inégalités au sommet de la distribution. C'est une des sources de top 1%, mais pas la seule. Et que l'innovation se distingue du lobbying, qui est une autre source d'inégalité en haut, mais l'innovation génère de la mobilité sociale, alors que le lobbying réduit la mobilité sociale. Et puis, donc, je vais dire beaucoup de bien de l'innovation, mais j'aurai un mais, et j'aurai deux mais. Et donc, je vais parler des mais. Et ensuite, je dirai un peu ma vision sur comment repenser le capitalisme. Voilà le menu des 40 minutes. Mais Alain peut-être va me couper avant si je dépasse. D'abord, les inégalités. Il y a plusieurs façons de mesurer les inégalités. On peut les mesurer par l'inégalité globale, l'écart global à l'égalité parfaite. C'est le coefficient de Gini. Ça veut dire quand il est égal à 1, on est très, très, très loin de l'égalité parfaite. Quand il est à 0, on est à l'égalité parfaite. Et puis, il y a une deuxième mesure qui est la part des revenus des 1% qui gagnent le plus. Et puis, il y a une troisième mesure d'inégalité qui est dans quelle mesure mon revenu dépend du revenu de mes parents. Vous voyez, ça, c'est une mesure plus dynamique d'inégalité. C'est l'inverse de la mobilité sociale. Quand mon revenu est très peu corrélé avec le revenu de mes parents, il y a beaucoup de mobilité sociale. Quand il est très corrélé avec le revenu des parents, il y a peu de mobilité sociale. Alors, il y a des relations entre ces mesures. Par exemple, dans les pays développés où il tend à y avoir davantage d'inégalités, davantage de mobilité, disons que dans les pays où il y a moins de mobilité sociale, voilà, où le revenu des enfants est plus corrélé au revenu des parents, eh bien, il tend à y avoir plus d'inégalités globales. Voilà, il y a une corrélation positive. Les pays que vous avez à gauche, c'est les pays scandinaves, ils ont beaucoup de mobilité sociale et peu d'inégalités globales. Et en haut, vous avez les États-Unis, l'Angleterre, etc., où là, vous avez peu de mobilité sociale et beaucoup d'inégalités globales. Dans ce qu'on appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. Cette courbe de Gatsby le Magnifique se vérifie également, et ça, c'est les travaux de Raj Chetty, Hendren, Saez, sur données américaines. S'ils regardent, au lieu de regarder des pays, ils regardent des zones d'emploi aux États-Unis. Et c'est beaucoup de zones d'emploi. Les zones d'emploi, c'est tout petit. C'est même pas un département français. Dans un département français, il y a plein de zones d'emploi. Et ils voient également que, alors là, la courbe, elle est décroissante parce que ce qui mesure en donné, c'est la mobilité sociale. Tandis que ce que j'avais tout à l'heure, c'était l'absence de mobilité sociale. D'accord? Et ils voient à nouveau que plus il y a de la mobilité sociale, moins l'inégalité globale est importante. Donc, on voit bien qu'il y a une relation entre mobilité sociale et inégalité globale. Donc, on veut pousser la mobilité sociale. Par contre, si on regarde le lien entre mobilité sociale et la part du revenu du top 1%, en fait, on voit essentiellement que
c'est très légèrement positif, mais en fait, on ne voit pas vraiment de relation. Voilà. Il n'y a pas l'équivalent de la courbe de Gatsby, le magnifique. Donc, en fait, ça veut dire que si je m'intéresse vraiment à l'inégalité globale, c'est la mobilité sociale que je veux pousser. Et il y a un lien entre les deux, quoi. Mobilité sociale réduit les inégalités globales. Mais la part du top 1%, ça n'a pas l'air relié ni à la mobilité sociale, ni à l'inégalité globale. Donc, pourquoi être obsédé par la part du top 1%? Voilà. Donc, déjà, quand on vous pose la question, les inégalités, vous devez répondre tout de suite, quelles inégalités vous parlez? Est-ce que vous parlez de la part des revenus du top 1% au top 0,1? Est-ce que vous parlez de l'inégalité globale, mesurée par l'écart global à l'égalité parfaite? Ou est-ce que vous parlez de l'importance du revenu des parents pour le revenu des enfants? Voilà, qui est une mesure plus dynamique d'inégalité, c'est-à-dire l'inégalité d'opportunité. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'innovation est une source d'inégalité en haut de la distribution. En fait, on peut montrer que, d'abord, les États américains où disons que l'innovation a le plus augmenté entre 80 et 2005, mesurée par les citations de brevets, c'est-à-dire des brevets, mais on donne des poids plus importants aux brevets plus cités. Donc, c'est les États plus innovants. Donc, plus je vais à droite, plus c'est des États américains innovants, en moyenne sur la période 80-2005, eh bien, ce sont également les États où la part du top 1% a le plus augmenté. Donc, c'est les États américains où l'innovation a le plus augmenté que l'inégalité a augmenté. Ce n'est pas une preuve que l'innovation est une source d'inégalité, mais ça nous a mis la puce à l'oreille. Voilà. Et donc, ça, c'est des travaux que j'ai faits avec Blondel, Ufuk Aksigit, Antonin Bergeau et David Emous. En fait, on s'est dit, mais l'innovation est une source d'inégalité. Pourquoi l'innovation est une source d'inégalité en haut de la distribution? Parce qu'on sait que l'innovation donne des rentes d'innovation. En fait, c'est la perspective de ces rentes qui, en partie, motive l'innovation. Il y a aussi la passion de la recherche, évidemment. Mais on sait que la perspective de rente d'innovation motive l'innovation. Et on sait que des gens comme Skype, Monsieur Skype ou Steve Jobs ou Bill Gates sont devenus riches parce qu'ils ont innové. Voilà, donc on sait que c'est une source d'inégalité en haut. Ça a permis à des gens qui n'étaient pas en haut de monter tout en haut. D'accord? Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est une source intéressante parce qu'elle génère de la croissance, l'innovation. On sait que surtout dans les pays développés, l'innovation est un moteur de croissance et le moteur principal de croissance. Et ce qui va vous intéresser, c'est que ça génère de la mobilité sociale. Alors vous voyez, regardez là, c'est très intéressant parce qu'on mesure la mobilité sociale par la probabilité, si j'ai des parents en bas de la distribution des revenus, moi de me retrouver en haut de la distribution des revenus. Et ça, c'est également par des travaux les données sont de Chetty, les mêmes données de Chetty et co-auteurs sur les zones d'emploi américaines. Et on voit que les emplois, les zones d'emploi où le taux d'innovation était le plus important sont celles où il y a eu le plus de mobilité sociale. Si je trace une droite là, elle est très clairement positive, corrélée significativement. Donc, c'est très intéressant parce que, et pourquoi l'innovation génère de la mobilité sociale? Il y a une première raison, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire que les nouvelles innovations, elles tendent à rendre obsolètes les anciennes technologies et donc elles tendent à aller de pair avec des nouveaux qui remplacent des anciens. Ça, c'est un facteur de mobilité sociale. Et en fait, c'est surtout l'innovation par les entrants qui génère de la mobilité sociale, par ceux qui n'avaient jamais innové avant. C'est ce qu'on montre dans cet article avec Aksigit, Bergeau, Blondel et Mousse. C'est surtout l'innovation par les entrants. Mais il y a une autre raison qui fait que, l'innovation est source de mobilité sociale, c'est ce diagramme-là. Ce diagramme-là montre que les entreprises innovantes, eh bien, elles créent davantage de ce qu'on appelle des bons emplois, c'est-à-dire des emplois où on garde les gens longtemps, où on les qualifie, et du coup, comme on les qualifie, eh bien, leur salaire d'abord plus élevé et augmente plus au cours du temps. Là, je regarde le temps passé par le travailleur dans l'entreprise et vous voyez que le salaire est plus élevé dans une entreprise innovante qu'une entreprise pas innovante, mais en plus, il augmente de manière plus pentue, plus radicale, quoi. Et donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que les entreprises innovantes créent davantage de ces bons emplois qualifiants qui poussent. Donc, vous voyez, donc l'innovation est un vecteur de mobilité sociale. Donc, c'est intéressant. Et comme l'innovation, d'un côté, augmente la part du top 1% et augmente la mobilité sociale, vous allez voir qu'elle n'a pas d'effet sur l'inégalité globale. Là, je représente les États américains par degré d'innovation. Alors, le même État, d'une année sur l'autre, peut passer d'un point à un autre sur l'axe horizontal, mais plus je vais à droite, plus j'ai un État américain qui est innovant, qui a des brevets, qui produit des brevets.
Et on voit qu'il y a, et en fait on montre dans cet article avec Blondel et co-auteurs que c'est une relation causale, et on montre que plus un État est innovant, plus la part du top 1% est importante du revenu. Donc il y a vraiment un lien causal de l'innovation sur la part du top 1%. Et en fait, l'innovation explique pour près d'un tiers les augmentations de la part du top 1%. Donc c'est vraiment très important l'innovation. Ce n'est absolument pas le seul facteur d'inégalité de revenus en haut, mais c'est un facteur très important. Mais si vous regardez l'effet de l'innovation sur l'inégalité globale, sur le Gini, et bien vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'innovation a ces deux effets contradictoires. D'un côté, elle augmente les rentes d'innovation, et ça fait partir des gens vers le top, mais d'un autre côté, l'innovation génère de la mobilité sociale, et ça va plutôt dans le sens de réduire l'inégalité globale. Et au total, eh bien, l'innovation, vous voyez, n'a aucun effet. Donc, c'est quand même une source de top income qui est sympa, parce que c'est vrai qu'elle augmente l'inégalité en haut de la distribution, mais elle augmente la mobilité sociale, elle augmente la croissance, et elle n'affecte pas l'inégalité globale. Donc, je ne veux pas tuer l'innovation, parce que c'est quand même une bonne source d'inégalité en haut. C'est une bonne raison pour avoir de l'inégalité en haut. D'accord. Donc, tandis que le lobbying et les barrières à l'entrée, eh bien, d'abord, le lobbying, qu'est-ce que c'est le lobbying? C'est des entreprises en place qui font du lobbying auprès du gouvernement pour mettre des barrières à l'entrée et empêcher l'entrée de nouveaux. Donc, en faisant ça, elles réduisent la destruction créatrice et donc elles entravent la croissance. Mais en même temps, en faisant ça, elles entravent la mobilité sociale. Et comme elles réduisent la mobilité, le lobbying réduit la mobilité sociale en même temps qu'il augmente la part du top 1%, et bien là, de manière, on peut montrer que le lobbying augmente les inégalités globales. Et ça, on peut le voir. Donc, c'est ce que je dis, Steve Jobs versus Carlos Slim. Steve Jobs, c'est le type qui est devenu riche en innovant. Carlos Slim, c'est le type qui est devenu riche grâce au lobbying et grâce aux arrangements. D'accord? Donc voilà, ça c'est l'effet du lobbying sur la part du top 1%. Si je dois tracer une droite, elle est très clairement positive. Mais l'effet du lobbying sur le Gini, lui aussi, il est très sensiblement positif. Surtout les États américains qui font beaucoup de lobbying, et bien là, on voit que ça fait beaucoup augmenter les inégalités globales. Donc le lobbying est très différent de l'innovation. Donc moi, je vous dis, première chose, quand vous dites l'inégalité, demandez quelle est la mesure d'inégalité. Ensuite, quand je dis je m'intéresse au top 1%, demandez-vous quelle est la source que vous regardez. Si c'est innovation, ce n'est pas la même chose que si c'est lobbying. Vous voulez encourager l'innovation, vous voulez décourager le lobbying. D'accord? Donc ça, je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. Donc juste ici, plusieurs façons de mesurer les inégalités. L'innovation est une source d'inégalité top 1%, mais elle génère de la mobilité sociale, elle génère de la croissance, elle n'augmente pas les inégalités globales, à la différence du lobbying. Alors maintenant, je passe au oui, mais. On a l'air de dire l'innovation, c'est génial. Oui, mais il y a deux mais au moins. D'abord, là, c'est que les innovateurs d'hier risquent de devenir des lobbyistes aujourd'hui. Un Steve Jobs, maintenant Steve Jobs est décédé malheureusement, mais peut-être que s'il était décédé, il serait devenu un Carlos Slim. Parce que les innovateurs d'hier, comme ils craignent la destruction créatrice, ils tendent à se transformer en intérêt acquis et à faire du lobbying pour empêcher les nouveaux d'entrer. Donc là, il y a un problème. Et c'est pour ça aussi que le top 1%, c'est pas, il faut s'en préoccuper quand même, parce qu'on peut dire, bah, sinon, moi, le top 1%, je m'en moque, oui, mais si les gens qui deviennent riches par l'innovation utilisent ensuite cette richesse pour ensuite mettre des barrières à l'entrée, là, il faut se préoccuper, d'accord? Et puis, il y a l'autre aspect qui est que malheureusement, n'importe qui ne devient pas innovateur, c'est surtout les enfants de familles favorisées qui deviennent innovateurs. Donc, laissez-moi regarder ces deux aspects-là. Le premier aspect, les innovateurs d'hier risquent de devenir des lobbyistes aujourd'hui. Alors oui, ce qui est très intéressant, ça c'est la croissance de la productivité globale des facteurs aux États-Unis en moyenne annuelle. Ça c'est entre 50 et 95. Entre 95 et 2005, ça c'est la vague des TIC, des technologies de l'information et des communications. Et là, vous voyez que le taux de croissance augmente de la productivité globale des facteurs, la croissance de la productivité, mais il y a un déclin de la croissance aux États-Unis. Alors là, la question c'est pourquoi on a eu la croissance a augmenté puis baissé. Et ça se passe surtout dans les secteurs qui soit produisent les technologies de l'information ou utilisent les technologies de l'information. Et ce qui est très intéressant également, c'est que si on regarde les marges des entreprises, elles ont augmenté, mais pas tellement parce qu'au sein des entreprises, elles ont augmenté, c'est que les entreprises à grande marge sont devenues hégémoniques. C'est un effet de composition, c'est un effet de réallocation. Et on voit que c'est la courbe noire. Vous voyez, l'effet à l'intérieur, on ne voit rien. Le bleu, c'est l'effet à l'intérieur des entreprises. C'est surtout le noir qui produit le rouge, quoi. Le rouge, c'est les marges complètement. Le noir, c'est quand on prend en compte que c'est l'effet de réallocation purement. Et on voit que c'est surtout un effet de réallocation. Alors, quelle est l'histoire? C'est que quand il y a eu la révolution des TIC, ça a permis à certaines entreprises bien connectées, avec des réseaux,
de devenir hégémoniques. Ça a été les GAFAM. Et les GAFAM sont devenus hégémoniques. Alors, quand elles sont devenues hégémoniques, au début, ça a créé de la croissance. Quand il y a eu Google, Amazon, Walmart qui sont devenus importants, ça a créé et qu'elles sont devenues hégémoniques, ça a créé de la croissance. Ça a fait augmenter la croissance de la productivité. Mais une fois qu'elles sont devenues hégémoniques, elles ont créé des barrières à l'entrée. Et c'est là le problème. Elles ont créé des barrières à l'entrée pour de nouveaux. Et on a vu l'innovation baisser depuis 2005 aux États-Unis. Et l'entrée de nouvelles entreprises baisser. Et c'est ça, c'est que ces entreprises, en fait, si vous voulez, il n'y a rien eu de fait. La politique de concurrence ne s'est pas adaptée aux États-Unis au digital et à la révolution d'éthique. Et en fait, il faudrait qu'il y ait une politique de la concurrence, peut-être pour démanteler les GAFAM, pour empêcher qu'elles fassent des fusions-acquisitions sans limite. Et là, on voit bien que l'innovation d'hier conduit à inhiber l'innovation d'aujourd'hui. Et là, il y a vraiment la politique de concurrence qui est importante. Ce n'est pas juste la politique fiscale, mais j'y reviens tout à l'heure. C'est la politique de concurrence aux États-Unis qui ne s'est pas adaptée à la révolution du digital. D'accord ? Très intéressant d'ailleurs dans ce temps, puisque c'est Dario qui nous invite. Eh bien, l'Italie, cher Dario, eh bien, l'Italie, comment ça se passe en Italie? Mais c'est vrai partout. Une entreprise en Italie, quand elle est petite, elle représente une petite part de marché, c'est-à-dire qu'elle est très loin dans le ranking en termes de part de marché, eh bien, on voit qu'elle fait beaucoup d'innovation en termes de brevets par unité de travail et peu de politiciens, elle ne paye pas tellement des politiciens, elle n'emploie pas tellement des politiciens. Mais dès que les entreprises viennent vers la gauche et deviennent des grosses entreprises, vous voyez, elles grandissent, et bien quand elles grandissent, elles investissent beaucoup moins en innovation et elles mettent tout le paquet pour empocher des politiciens locaux pour, en fait, préserver leur rente et faire du lobbying. Et c'est ça, en fait, la vie d'une entreprise. C'est vrai en Italie, c'est vrai ailleurs. Au début, c'est très sympa, je suis très innovant. Et après, quand je deviens gros, eh bien, au lieu d'investir dans l'innovation, j'investis dans les politiciens. Et j'embauche des politiciens pour avoir des faveurs. Donc c'est ça, et là c'est la politique de concurrence évidemment également, et la politique aussi de financement des campagnes politiques qui doit jouer un rôle très important. Voilà, alors la deuxième chose du 8 mai, c'est les origines sociales déterminent qui devient innovateur. Alors là, vous voyez, ces diagrammes montrent en horizontal le revenu des parents et en vertical la probabilité d'être un inventeur, d'avoir un brevet dans le US Patent Office, dans le European Patent Office. Ça, c'est aux États-Unis récemment. Et vous voyez que quand vous avez un papa qui gagne bien ou une maman qui gagne bien, eh bien, ça augmente énormément votre probabilité d'inventer. Ça, c'est aux États-Unis sur données historiques, c'est-à-dire depuis 1850. Et ça, c'est en Finlande. Alors, vous auriez pu penser qu'en Finlande, où l'éducation est gratuite et de bonne qualité, eh bien, la probabilité d'inventer ne dépend pas du revenu des parents. Mais en fait, c'est également vrai en Finlande parce que les parents qui gagnent plus, c'est en fait des parents plus éduqués. Ce n'est pas tellement parce qu'ils vous donnent de l'argent pour aller à l'école, puisque l'école est gratuite en Finlande et de très bonne qualité. C'est que maintenant, en Finlande, l'éducation des parents joue encore un rôle dans le fait que vous devenez innovateur. Ce n'est pas seulement parce que les parents vous transmettent du savoir, c'est parce qu'également, ils vous transmettent l'expérience qu'ils ont. Ils vous donnent ce qu'on appelle des aspirations. Et les aspirations jouent un rôle très important. Vous êtes au courant, vous savez que la recherche, ça existe. Vous savez qu'il y a des opportunités d'innovation. Si je contrôle pour l'éducation des parents et le fait qu'ils soient blue collar versus white collar, c'est-à-dire pour la catégorie socio-professionnelle des parents, vous voyez, je fais tomber la relation d'un truc qui était très comme ça en J à quelque chose de quasiment plat. Et donc, en fait, si vous voulez, en Finlande, c'est surtout l'éducation des parents. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle très important dans l'éducation des enfants, parce que ça influe sur l'éducation des enfants. Et c'est surtout ceux qui deviennent innovateurs, c'est ceux qui ont des PhD, qui ont des doctorats, notamment des doctorats en sciences. Mais malheureusement, l'éducation des parents joue un très grand rôle, même en Finlande, sur la probabilité d'avoir un doctorat en sciences. Et le doctorat en sciences, c'est ce qui vous donne, qui vous crée beaucoup plus d'opportunités d'être innovateur. Donc vous voyez, l'innovation est un facteur de mobilité sociale, mais tout le monde ne devient pas innovateur. Alors, comment on résout le problème? Alors, comment rendre la croissance plus inclusive? Eh bien, il y a d'abord la politique fiscale, bien sûr. Il faut une fiscalité progressive. Et puis, il faut payer pour l'école. On veut une école de bonne qualité et une université de bonne qualité pour tout le monde. On veut une santé de bonne qualité pour tout le monde. On veut une flexi-sécurité à la danoise. On veut un revenu universel jeune, d'insertion. On veut une politique industrielle, une politique d'innovation. Tout ça, il faut le payer. Il faut la politique fiscale et il faut que la fiscalité, notamment sur le revenu du travail, soit progressive. Mais il n'y a pas que la politique fiscale. J'ai mentionné tout à l'heure la politique de concurrence pour empêcher que le top 1% ou les innovateurs d'hier empêchent l'entrée de nouveaux et fassent barrage à la mobilité sociale. J'ai parlé de la politique d'éducation parce que si, par exemple, en Finlande ou dans les autres pays, les devoirs étaient faits à l'école
pour tout le monde, eh bien ça rétablirait l'égalité. Et donc, l'éducation des parents jouerait un rôle beaucoup moins grand. Et puis, si on fait ça pendant plusieurs générations, eh bien, on aurait une courbe plate sur la relation entre le revenu des parents et la probabilité d'inventer. Donc, politique d'éducation très importante. Et la réglementation du lobbying, très important. Et du financement des campagnes politiques. Monsieur Scalia, qui était à la tête de la Cour suprême des États-Unis, eh bien, avait poussé pour un arrêt de la Cour suprême qui autorise les entreprises américaines à financer les campagnes politiques sans limite. Donc, ça veut dire que l'argent achète la politique aux États-Unis. Tandis que dans les pays scandinaves, non. En Suède, il y a une ministre qui a dû démissionner parce qu'elle avait acheté un Toblerone avec la carte de crédit du ministère. Vous voyez, donc là, c'est très important également d'avoir. Donc, vous voyez, c'est tellement important de rendre la croissance inclusive qu'il faut tous ces instruments-là, et pas juste la politique fiscale. C'est très important, mais il faut également les autres politiques. Alors, je veux juste dire 2 mots sur, est-ce qu'il y a là, j'ai encore 5 minutes pour dire 2 mots sur repenser le capitalisme. Le Covid a été un révélateur. Le Covid a montré un modèle social déficient aux États-Unis, mais il a montré un écosystème européen d'innovation également déficient. Vous voyez, là, ici, je regarde les mesures Gini. Vous savez, je vous ai parlé du la mesure globale d'inégalité. Elle est plus grande aux États-Unis qu'en Allemagne, en Suède, Norvège, Danemark et France. Le taux de pauvreté aux États-Unis est plus grand qu'en Allemagne, Suède, Norvège, Danemark et France. D'accord? Donc, on est mieux sur ce plan-là que les Américains. Ici, c'est d'après les travaux de Anne Case et Angus Deaton, ils montrent en fait le taux de mortalité pour les gens entre 50 et 54 ans, qui sont les white non-hispaniques aux États-Unis. Et vous voyez que le taux de mortalité, alors que le taux de mortalité dans la plupart des pays développés, dans cette catégorie-là, a baissé, dans cette classe d'âge, elle a augmenté aux États-Unis pour les white non-hispaniques entre 50 et 54 ans non qualifiés. Et pourquoi? Parce que, en fait, quand ils perdent leur emploi, ça déstabilise leur vie et ça casse leur famille. Et ça crée du stress. Ils prennent des opioïdes, ils se bourrent de médicaments, ils deviennent obèses et ils se suicident. Donc voilà, donc ça c'est le modèle social américain. Tandis qu'au Danemark, comme ma collègue Alexandra Roulet, eh bien, quand vous perdez votre emploi, c'est au temps zéro. Vous voyez, perdre votre emploi n'a aucun effet sur votre achat de médicaments ou d'antidépresseurs, n'a aucun effet sur la probabilité d'aller voir un cardiologue et n'a aucun effet, je ne l'ai pas montré ici, sur la mortalité. C'est-à-dire que grâce à la flexi-sécurité danoise, c'est-à-dire quand vous perdez votre emploi, sécurité de revenus, on vous forme, on vous aide à trouver un nouvel emploi, eh bien, ils ont trouvé un moyen de réconcilier la destruction créatrice avec la santé des individus et le bonheur des individus. Donc, c'est le modèle danois est très supérieur au modèle américain socialement. Et puis, alors, si je regarde l'effet du Covid, vous voyez, le Covid a augmenté le taux de chômage aux États-Unis et comme en partie l'accès à la santé est lié à l'emploi aux États-Unis, on voit que le Covid a fait que beaucoup de gens ont perdu l'assurance santé aux États-Unis à un moment où ils en avaient besoin. En Allemagne, par contre, la couverture santé est de 100%, même Covid ou pas Covid. Et c'est la courbe que vous avez en bas. Et la comparaison États-Unis-Allemagne vaut pour comparaison États-Unis-France, États-Unis-Espagne, États-Unis-Italie, etc. Et même chose si je regarde le taux de pauvreté. Le Covid a augmenté la part des Américains qui sont tombés en pauvreté. Aucun effet sur le taux de pauvreté en Allemagne. Et la même chose si je compare États-Unis-France, États-Nis-Italie, États-Unis-Espagne, etc. Donc, vous voyez, modèle social américain désastreux. Par contre, les États-Unis sont meilleurs que nous, que les Européens en termes d'innovation. Je regarde là les brevets en biotech par million d'habitants. Vous voyez qu'on est écrasé par les États-Unis. Et c'est normal, parce qu'en biotech, les Américains ont compris que l'innovation, c'est un processus qui commence à la recherche fondamentale. La recherche fondamentale en biotech, vous pouvez vous financer avec la National Science Foundation, qui est l'équivalent de l'ANR, mais c'est une ANR qui marche bien, pas une ANR pauvre et mal organisée. Hein. C'est une vraie ANR qui fonctionne bien, qui est riche. Et puis, ils ont la National Institute of Health. Hein, et ils ont le Howard Hughes Medical Institute, qui est une fondation de mécénat très importante pour financer la recherche fondamentale en biotech. Ça, c'est une chose. Ils ont ensuite la BARDA. La BARDA, c'est ce qui permet de transformer des technologies fondamentales en applications industrielles. C'est la BARDA qui a permis de passer de l'ARN messager à une production de masse de vaccins en moins d'1 an aux États-Unis contre le Covid. Ils ont mis 12 milliards d'euros là-dedans, de dollars, pardon. Alors que nous, en Europe, l'équivalent, c'est 4 milliards.
voyez, donc les Américains, ils ont cette DARPA, ils ont aussi capital risque et investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que nous. Donc, ils ont un écosystème d'innovation, voyez, qui est beaucoup plus développé que nous. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait conjuguer les bons côtés du modèle américain, c'est-à-dire un écosystème d'innovation, et les bons côtés du modèle européen, notamment danois. Moi, c'est mon modèle. J'étais plutôt suédois avant, je deviens plutôt danois maintenant, avec la flexi-sécurité et le revenu universel jeune d'insertion. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est ou l'un ou l'autre. Je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'on peut faire l'un et l'autre. Par exemple, quand les Danois ont introduit la flexi-sécurité, à la fois, ça a rendu plus facile la destruction créatrice et ça a davantage protégé les individus. Quand l'éducation, par exemple, si on éduquait davantage les individus, vous voyez là, eh bien, si on éduquait davantage les individus, là, cette courbe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des lost Einsteins. Il y a des Einsteins potentiels qu'on perd parce qu'ils n'ont pas eu l'accès à l'éducation qu'il fallait. Si je donne un bon accès à l'éducation de qualité à tout le monde, avec devoir faire en classe, tuteur et tout ça que nous n'avons pas en France, notamment dans les quartiers défavorisés, eh bien, à ce moment-là, cette courbe qui est comme ça en J, elle deviendrait plate. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens très intelligents, de jeunes, qui tout d'un coup pourraient devenir des Einstein, eux aussi. Et bien voilà, une réforme comme ça, non seulement elle rendrait la croissance plus inclusive, mais elle augmenterait la croissance. Et elle augmenterait la croissance par destruction créatrice. Vous voyez? Donc ce n'est pas un ou, c'est un et. On peut faire des réformes comme ces deux réformes-là, qui en fait, à la fois vous rendent plus protecteurs et plus inclusifs, et à la fois vous rendent plus innovants. Voilà, je termine par ça, et voilà, j'espère que je n'étais pas dans le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup.